on sera dans des systèmes de nécessité de confiance explicite, alors en particulier lorsqu'on est dans un processus compliqué comme ou critique, comme on est dans le monde bancaire. Mais je sais que dans le monde bancaire, ça pose des questions sur la relation commerciale qu'on peut même avoir des clients, mais il va falloir tout le temps, entre guillemets, s'authentifier. Alors, idéalement, de la façon qui pose le moins de friction dans la relation, parce que sinon, c'est embêtant pour tout le monde. Mais voilà, juste entendre la voix de quelqu'un et se dire, c'est la personne, ça ne va plus être possible. Et même voir Guy Philippe en visio et croire que c'est Guy Philippe, non, il aura fallu que Gérard et Béatrice auparavant, mais authentifié. Bon. D'ailleurs, peut-être ne savent-ils Eh pas que oui, c'est pas vraiment Guy anciennement Philippe qui est en train de défini. leur parler. Et voilà. Bon. Alors, une question de Anne, Anne Souvira. Est-ce qu'on sera capable, grâce à l'IA, de distinguer techniquement un deepfake de vraie personne? Oui, il y a déjà comment dire, plein de solutions qui existent là-dessus, mais encore une fois, c'est une course. Et, euh, et par exemple, sur le texte, il y avait des solutions qui existaient au niveau éducatif il y a 2 ans qui arrivaient à démontrer que oui, ce texte, en fait, a été écrit par une IA et donc ces étudiants ont tout simplement pompé. Aujourd'hui, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Bon, et ça sera probablement la même chose sur comment dire, les images, le son, la voix, enfin tout ça. Et donc, voilà, comme d'habitude, le vrai modèle qui marche, c'est le modèle du gruyère. Comme par exemple sur le Covid, on crée plusieurs tranches de gruyère, chaque tranche a des trous, mais en assemblant l'ensemble des tranches, on finit par stopper le Covid. Ben là, ça va être pareil, mais c'est aussi classique en cyber. Il y aura des systèmes de détection, effectivement, que certaines images, en fait, c'est des deepfakes, et puis d'autres systèmes d'authentification, etc., etc., etc. Et puis derrière, alors évidemment, qu'est-ce qu'on fait? Moi, c'est une question qui me. Il y a un point de Christian Cazenave sur comment on conserve une information confidentielle sans qu'elle puisse être, par rebond, par reflet, de mille et une façons, décryptée à terme. Euh, je pense qu'on va entrer dans un monde totalement transparent, mais et que la manière de s'en prémunir, de se préserver de ça, ça va pas nécessairement en faisant encore plus attention, mais en créant du faux. Comme on le voit très souvent dans les manœuvres militaires où on est tout le temps exposé à l'adversaire et on crée des leurres, de la tromperie. C'est quelque chose qui est assez fréquent dans le monde militaire. Eh bien, je pense que malheureusement, on va être obligé d'en passer par là dans le reste de nos activités. Jean-Jacques Wiscater évoque, en répondant à Herbert, le fait que oui, en faisant une recherche web, on peut deviner plein de choses. Et effectivement, il y en a même des cas d'IA qui sont capables d'identifier sur certains forums bah, tout simplement au final le sexe, la profession de la personne, d'où il écrit potentiellement, etc. Donc les IA sont très forts pour identifier et donc faire ce type de side channel attacks que j'ai pu évoquer. Euh, je vais un peu plus loin. Il y a une question que j'ai trouvée très importante, d'autant plus que j'aurais dû en fait l'intégrer dans ma présentation. Donc, je remercie Adèle Rezinski d'avoir posé cette question. Comment faire les petites entreprises pour se protéger face aux attaquants avec de grosses ressources? Moi, ce qui me fait le plus peur, en fait, pour dire les choses, c'est que oui, il y a une accélération. Les grands groupes, sauf à être très idiots, mais ils ont la gouvernance qui est normalement de leur empêcher et ils ont les moyens, vont être capables de s'équiper pour aller aussi vite que l'adversaire. Mais ce qui me fait peur, c'est que on va dire certaines ETI ou certaines PME et qui appartiennent aux écosystèmes de fournisseurs de ces grands groupes, eh bien, eux vont pas être capables d'aller aussi vite parce qu'ils sont juste pas aidés, pas encadrés. Et là, la chose qui me fait peur pour essayer de la matérialiser sur quelque chose qu'on a déjà connu, c'est on a eu une augmentation par un certain ordre de magnitude des attaques cyber avec la crise Covid. Ce qui me fait peur, c'est qu'on ait la même chose et qui va toucher essentiellement ce tissu de beaucoup de TI, de PME, etc. Parce que les grands groupes auront été capables de s'équiper avec ce qu'il faut assez rapidement, même si certains se feront avoir, voilà. Mais qu'on puisse avoir un énorme trou dans la raquette sur le tissu de TI, de PME, et que ça, forcément, finisse par avoir un effet rebond grave aussi sur les grands groupes. Et ça, c'est une vraie question. C'est la Euh, faille. et, et pour moi un point important, y compris évidemment pour le régulateur, pour les autorités. Voilà, je crois que j'ai balayé à peu près, désolé si j'ai raté certaines choses, les commentaires et les questions que j'ai pu trouver. Évidemment, s'il y a d'autres questions et commentaires, avec plaisir. Donc Maintenant, pour les questions, vous la, levez la main. la confiance du cœur C'est et de l'intuition, c'est terminé, hein.
Vous avez Oui. réagir et ça vous perd en bas, ça vous permet de lever la main. Une question de Jean-Jacques, tu as une Jacques question? Gallardo. Oui, Urbain merci. Galando. Merci pour cet exposé très bien documenté et très inquiétant. Ouais. Je m'interroge sur la possibilité pour ces outils d'IA de trouver réellement des bugs dans le code et je me demande dans quelle mesure les efforts qui ont été tentés pour que les logiciels développés soient rigoureusement validés. Je pense à Coq par exemple. Et du coup, la question que je me pose avec ces envolées, c'est est-ce que l'architecture générale qui repose sur Internet n'est en fait-elle pas caduque et ne doit-on pas imaginer une autre architecture à côté d'Internet qui serait, elle, fondée sur un contrôle beaucoup plus vigoureux des intervenants, Rina, par exemple. avec par exemple Je RINA, savais, oui. C'était. avec une architecture qui intègre plus nativement la sécurité, la confidentialité, la performance, chose que TCP/IP a mis de Ouais. côté quand il a été conçu aux alentours de 1975. D'ailleurs, RINA, proposé par un ancien d'ARPANET qui s'appelle John Day, dit avoir repris quelques éléments fondamentaux qui étaient proposés dans l'architecture du réseau Cyclade par l'équipe de Louis Pouzin au début des années 70. Voilà. Intéressant. Alors, moi, deux points sur l'identification des bugs, des vulnérabilités par ces systèmes automatiques, que ce soit ce que Google, le programme auquel participe Ever Atkins, Big Sleep, CodeMender, mais aussi la DARPA avec AI Cyber Challenge. Voilà, je dois dire, ces choses-là, moi, je m'en remets aux données empiriques. Encore une fois, le hacker autonome capable de trouver les vulnérabilités, il y a de ça 18 mois, c'était de la science-fiction. Il y avait pas de, enfin, on ne voyait pas de choses. Il y avait deux, trois trucs à la fin 2024, mais ça ne suffit pas, entre guillemets, pour commencer à dire non, il y a une menace. Et puis clairement, l'année 2025, c'est ce que j'essaie de vous expliquer, et encore une fois, ce n'est pas ma voix, moi je suis qu'un observateur, mais c'est celle d'experts, et en particulier donc, les gens que j'ai évoqués, mais même le GCHQ, le fait qu'ils aient changé d'opinion, et puis quand même, c'est amusant de noter que Yoshia Bengio et tout le groupe autour des rapports de l'EA, du rapport sur la sécurité de l'EA, eux aussi, ils ont mis beaucoup d'eau dans leur vin, mais parce que ils évoluent ils font évoluer la réflexion en fonction des données empiriques, tout simplement. Et voilà, comme nous tous, et je pense qu'ils ont raison. Et ensuite, est-ce qu'il peut y avoir d'autres solutions d'architecture de l'IA qui pourraient aider à réduire? Voilà, c'est above my pay grade, comme disent les anglo-saxons. La seule chose que je pourrais dire, c'est oui, pourquoi pas. On aura besoin de toutes les réflexions. Ce qui est évidemment important, c'est que ça puisse s'intégrer de façon facile aux architectures existantes, parce qu'il y a quand même derrière toujours un calcul économique. Et donc, si on refait les fondations, mais que ça coûte trop cher, personne ne voudra. Donc, il faut être capable, peut-être, certains points des fondations qui puissent être transformés. La bonne nouvelle, et c'est ce que j'ai évoqué sur, par exemple, la traduction dans des langages de programmation plus avancés comme Rust, pourquoi pas même des langages en preuve formelle, bah, c'est que l'IA réduit les coûts, entre guillemets, de transition, de traduction. Ouais, peut-être même là aussi, peut-être que sur certaines, j'en sais rien, parce que, encore une fois, above my pay grade, mais pourquoi pas voir s'il n'y a pas certains bouts où effectivement on pourrait avoir d'autres types de protocoles complémentaires. Parce que tout changer l'architecture là, ça me paraît compliqué, mais la transition serait beaucoup trop lourde, peut-être. Mais
complémentaires et qui apportent d'autres sécurités, pourquoi pas? Alors, je crois qu'il y a un autre message. Ah, Alors, Autre question? donc, il y a un article qui a été posé par Sabine à lire, voilà, sur la chasse aux bugs. Bon, Je ne sais toi, pas tu s'il y a n'aimes pas d'autres vérifier ça. questions. Oui, mais il ne faut pas voir ça d'une façon négative. Oui, je sais bien, mais bon, c'est une lutte, hein, on est dans Non, la lutte, là. La lutte voilà, et la mais c'est la vitesse. vie. C'est la vie. Oui, c'est la On vie, je pourrait sais bien. aussi avoir toute une session sur les risques géopolitiques. Et puis là Ah oui, aussi, oui, on oui, non, pourrait mais se dire, justement, c'est ça plus le non, reste. Ça fait beaucoup. voilà. Mais voilà, mais il va falloir, encore une fois, faire les démonstrations, mettre le curseur. Voilà, c'est terrible ce que je veux dire, mais bon, ça doit nous Oui, on va penser à s'adapter. repenser les choses et aller encore plus vite. Oui, c'est différent. C'est différent. Bon, autre question? Bon. Ah, ben voilà. Pierre Boulet. OK, Pierre Boulet. Bonjour. Je me présente, je suis prof d'informatique à l'Université de Lille et je suis chargé de mission cybersécurité des infrastructures numériques pour la recherche au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace. Euh, pour bien identifier les gens, il y a ce nouveau règlement européen, IDAS version 2, avec les portefeuilles d'identité numérique qui quand même devraient apporter une confiance plus grande dans l'identité des personnes. Est-ce que c'est un élément déterminant ou juste périphérique dans une augmentation de la confiance entre les personnes et de l'identification des gens lorsqu'ils accèdent à des services numériques? Comment vous voyez cette question? Alors, juste, comment dire, tout élément supplémentaire de meilleure authentification, d'identification et d'identification ne peut être que bénéfique. Le vrai problème, ça pour en avoir discuté avec certains groupes bancaires, c'est l'intégration après, par exemple, dans les workflows professionnels. Et on retrouve en fait toujours la question du facteur humain. Et on va avoir, par exemple, un banquier qui tout d'un coup a un appel entrant d'un client entreprise et qui va se dire, est-ce que, entre guillemets, je l'embête pour pas être plus grossier avec des procédures d'authentification ou est-ce que, bon, je prends le numéro de téléphone, je prends le téléphone, je reconnais la voix et puis voilà. Bon. Bah, la réalité, c'est que comme la voix, elle va être de plus en plus facilement clonée, euh, on va être obligé d'avoir des outils. Et là, il y a un passage à l'outillage qui va être très important. Et ce que je serais tenté de dire, c'est qu'à côté des standards renforcés et des outils qui les portent, il faut que le design des outils, et vous voyez, c'est à la fois pas technique, en même temps, c'est totalement dans l'aspect humain de la cyber, en fait, hein. Et il faut que le design des outils puisse faire que ces outils s'intègrent de la façon la plus naturelle dans les workflows professionnels, parce que sinon, ce que l'on voit, c'est que les gens n'utilisent pas, et puis voilà. Et et c'est un problème qui reste. De la même façon que j'évoquais éventuellement, parce que là on parle du facteur humain, l'aide, conseil d'un expert cyber qui serait tout le temps au-dessus de vos épaules, ça c'est peut-être une chance. Mais là aussi, il faut que ça s'intègre sans que ce soit, encore une fois, pas embêtant pour ne pas utiliser un autre terme. Donc, voilà, il y a une aide potentielle, des standards plus forts peuvent aider, mais après, il va falloir traiter ce problème fondamental du facteur humain. Peut-être que l'IA est capable de bien traiter aussi ce problème du facteur humain, mais il va falloir bien réfléchir à ce design de service. OK. Bruno Méline, question aussi? Bruno? Là, ça m'a permis de poser un certain nombre de questions au passage, parce que j'avais exigé à l'époque que ce soit le ministère de l'Intérieur ou le ministère de la Défense ait les sources des logiciels qui étaient employés, donc les sources des machines. Et si vous n'avez pas les sources, vous savez très bien qu'il y a des failles qui existent qui permettent d'accéder au système. C'est-à-dire que c'est la mort, entre guillemets, ou c'est pas la mort, mais enfin, il ne faut plus utiliser les systèmes américains ou autres d'ailleurs, hein, si on ne développe pas soi-même les systèmes. Et je ne vois pas comment on peut se protéger face à ces failles de base qui sont mises et Et, reconnues. oui, et puis je pourrais même rajouter sur ce que vous venez de dire, euh,
Non, parce que ce qu'on va avoir, et c'est ce que montre à nouveau Google, Big Sleep, et puis d'autres outils, je crois que OpenAI, Aardvark essaie aussi de faire ça. Ce sont des outils qui vont essayer d'aller identifier des bugs qu'on n'avait pas encore vus. Mais pour rebondir sur ce que vous venez de dire, ce sont des outils qui sont américains. Donc je pourrais très bien imaginer un scénario un petit peu tortueux et pervers, mais voilà, on fait de la sécurité, donc on est obligé de le faire. Euh, on est des outils qui nous sont offerts ou qu'on peut acheter auprès de grands fournisseurs de bonne loi qui ont pignon sur rue, qui permettent d'identifier même dans du code déjà créé les bugs éventuels. Mais si ce sont des outils, par exemple, américains, dans un environnement où la confiance avec notre allié américain est moins bonne, et donc on peut imaginer plein de choses, on pourrait imaginer des outils qui n'identifient pas certains bugs par dessein. Vous voyez? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la souveraineté, elle va être sur les logiciels, y compris sur les logiciels qui vont permettre d'identifier, même de façon agentique, où se trouvent les bugs, parce qu'on va l'avoir de plus en plus. Parfait. Et je dirais l'administration n'a pas non plus le personnel nécessaire pour pouvoir analyser les logiciels de base ou les administrations, parce qu'on ne va pas parler seulement de la France, qui sont fournis, parce qu'il faut vraiment regarder du début jusqu'à la fin. Oui, mais alors ça, on pourrait évoquer la solution à tout ça qui est contenue dans le rapport Draghi, où il faut des écosystèmes européens qui soient bien financés. Voilà, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Bon, pas le cas depuis 20 ans. Et donc, par exemple, le fonds de pension, en proportion, les fonds de pension européens dépensent 20 fois moins en capital risque que les fonds de pension américains. Voilà, c'est un exemple. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres Autre question? des Oui. échanges. Oui. Une question? Bon, bah, si Alors, plus il y a une question intéressante de Tim oui. sur comment vous de l'érosion des compétences métiers que les IA agentiques pourraient poser dans le monde demain. Oui, alors ça, c'est un autre problème lié à l'IA. C'est effectivement une forme de faiblesse cognitive qui apparaît lorsqu'on s'en remet trop à des outils. Donc, c'est terrible parce qu'à la fois, c'est super utile, ça permet d'aller beaucoup plus loin, mais en même temps, soit ça vous brûle un peu le cerveau. Il y a une étude de BCG qui a évoqué AI Brain Fry, parce qu'en fait, on se retrouve comme si on dirigeait des équipes avec énormément de juniors très intelligents qu'on doit tout le temps superviser. Ben, c'est fatigant, en fait. Ou alors, cas encore pire, ben, on est un mauvais manager, c'est-à-dire que trust but not verify, hein, pour reprendre Reagan. Et donc, on ne vérifie pas et on laisse passer et puis on s'habitue à ça. Et alors, le cas extrême, si vous regardez les films de Pixar, c'est qu'on se retrouve un petit peu comme les bœufs dans le film Ratatouille, dans le vaisseau spatial, où en fait, on fait totalement confiance à l'IA et puis on agit. Mais en fait, ça ramollit, entre guillemets, notre caractère critique. Bon, alors, je dois dire que cette question-là, elle a déjà été identifiée. Euh, et ça sera un des grands chantiers du développement de l'informatique sur cet aspect humain, c'est de développer les compétences critiques, mais ce n'est pas totalement original. Je vous donne un exemple d'un environnement totalement automatisé, le cockpit d'avion. Un avion aujourd'hui peut décoller et atterrir quasiment un avion de ligne sans pilote. Et pourtant, il y a toujours au moins deux pilotes. Alors évidemment, il y a des conditions de sécurité. Et en fait, si vous avez mis pilote de ligne, vous savez qu'ils vont passer entre un tiers et la moitié de leur temps à l'entraînement. Et une partie de cet entraînement, c'est la capacité à sentir qu'est-ce que c'est que ce système qui est un avion, et en particulier à être confronté à des situations où tout d'un coup, on sent qu'il y a quelque chose qui ne colle pas avec les systèmes informatiques, donc il faut reprendre le contrôle. Bon, ça vient directement de l'accident du vol Rio-Paris en juin 2009, où on avait un environnement totalement informatisé, avec des mauvaises informations sur son pitot, et puis l'avion s'est scratché. Bon. Et depuis, il y a cet effort-là, très important, de développement, entre guillemets, de l'esprit critique de l'utilisateur humain, du pilote humain, et peut-être que ça, c'est, entre guillemets,
un modèle pour nous, utilisateurs de systèmes extrêmement automatisés, où il va falloir, en même temps qu'on bénéficie de l'avantage de la vitesse, bah, continuer à avoir des formes de formation où on continue à apprendre et on nous titille sur le développement de notre esprit critique. Voilà. Ça, je peux totalement l'imaginer. J'entends même certains grands groupes qui commencent à porter des formations sur l'esprit critique, le regard critique des choses. Je pense qu'en fait, l'IA, avec tous les avantages en termes de gain de productivité, eh ben, va nous forcer aussi, en parallèle, à devoir renforcer notre esprit critique, comme le font les pilotes de ligne dans cet environnement totalement automatisé que sont les avions de ligne modernes. Bon, bah, ça, c'est plutôt bien. Bon, bah, merci. On peut l'espérer. Merci beaucoup. Plus de questions? Alors, si plus de questions, on se retrouve le 13 avril. Et je vous remercie tous, nos intervenants en particulier, et puis nos participants. Et donc, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Au bien. revoir. Et les slides pourront être mis donc sur le site de l'ARCSI. Et puis allez voir sur le site www.arcsi.fr, ARCSI. Il y aura tous les éléments de ce merveilleux événement. Ouais, très, très intéressant. Ben, merci beaucoup. Donc, C'est moi. voilà, Bon. Si. Et de la sécurité de l'information. nouvel engagement de lutte. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Ça-